et bienvenue dans la Ménie païenne. Alors aujourd'hui on va parler d'histoire et notamment de la guerre des Gaules, Jules César face aux Helvètes. Alors cet épisode de la guerre des Gaules est assez peu connu et pourtant déterminant puisqu'il s'agit de l'origine même de cette guerre qui conduira, comme chacun sait, à la romanisation de la Gaule et ainsi à sa christianisation quelques années plus tard. Donc on ne va pas ici refaire l'histoire, mais on va s'intéresser au contraire à ce qui s'est réellement passé. Donc pourquoi les Helvètes ont décidé de quitter leur territoire, pourquoi Jules César les en a empêchés. Et à la lecture de ce texte, on va essayer de retrouver des valeurs guerrières, que ce soit romaines ou gauloises. Pour vous parler de ces événements, je suis monté aujourd'hui au sommet du Petit Salève, qui est donc une montagne qui domine à la fois Genève, que vous voyez là, et le Léman, qui sont donc les témoins privilégiés de cette histoire. Donc il faut déjà se remettre dans le contexte historique, nous sommes en moins 58 avant Jésus-Christ, César vient d'être nommé à la tête gouverneur des Gaules, et le peuple helvète qui vit sur l'actuel territoire de la Suisse a décidé de migrer, de partir, de quitter son territoire et de partir en direction de l'ouest pour s'établir sur la côte atlantique, sur le territoire des Santons. Et César a décidé de s'opposer à ce projet. Et donc il s'agit là, ce récit, c'est celui de leur première confrontation donc, devant Genève. Récit fait par Jules César lui-même dans la guerre des Gaules, dont je vais vous lire un extrait immédiatement. Il n'y avait que deux chemins par lesquels ils pouvaient sortir de leur pays. L'un par le territoire des Séquanes, mais si étroit et si difficile qu'à peine un chariot pouvait y passer. C'était entre le mont Jura et le Rhône, un défilé dominé par cette haute montagne où une très petite troupe suffisait pour arrêter la plus nombreuse armée. L'autre chemin, plus commode et plus ouvert, était par la province romaine. De ce côté, le Rhône, qui coule entre les territoires des Helvètes et des Allobroges, a plusieurs gués faciles et Genève, la dernière ville des Allobroges, communique avec l'Helvétie par un pont. Ils espéraient attirer les Allobroges dans leur partie, avec d'autant plus de confiance que ces peuples n'étaient pas encore bien soumis aux Romains. Sinon, ils s'ouvriraient le chemin par la force. Tout étant prêt pour le départ, ils marquèrent leur rendez-vous général sur le Rhône, pour le 5e jour avant les calendes d'avril, l'année du consulat de Lucius Pison et d'Aulus Gabinius. Averti qu'il comptait passer par la province romaine, dont le gouvernement lui avait été confié, César part de Rome aussitôt, se rend le plus promptement possible dans la Gaule transalpine et arrive à Genève. Il fait rompre le pont et ordonne de très grandes levées par toute la province, où il n'y avait alors qu'une légion. Les Helvètes, informés de son arrivée, lui envoient en ambassade ceux qui étaient les plus distingués parmi eux, entre autres Nameius et Verucloetius, pour le prier de leur accorder le passage par la province romaine, promettant de ne faire aucun dégât, d'autant qu'ils n'avaient point d'autre route à choisir. César, qui se souvenait que Lucius Cassius, consul, avait été défait par les Helvètes et que son armée avait passé sous le joug, ne crut pas devoir consentir à leur demande. Il ne pensait d'ailleurs pas qu'une foule de cette sorte puisse s'abstenir de commettre aucun désordre dans son passage à travers la province. Cependant, pour donner aux levées qu'il avait ordonné le temps de venir le rejoindre, il répondit aux députés qu'il prendrait quelques jours pour réfléchir, et leur dit de revenir la veille des ides d'avril. Dans l'intervalle, avec la seule légion qu'il avait et les soldats qui accouraient de la province, il éleva un mur de 16 pieds de haut, précédé d'un fossé sur les points où l'ennemi pouvait tenter le passage. L'étendue en était de 19 000 pas, depuis le lac de Genève, que traverse le Rhône, jusqu'au mont Jura, partout où il crut que l'ennemi pouvait faire plus facilement des tentatives. Il établit des forts qu'il garnit de troupes, et de distance en distance, une chaîne de postes qui communiquaient les uns avec les autres. Au jour indiqué par César, les députés revinrent, mais il leur déclara qu'obligés de se conformer à l'usage du peuple romain, il ne pouvait leur accorder le passage sur les terres de son gouvernement, et que s'ils étaient d'humeur à employer la force, il était de son côté résolu à s'y opposer de tout son pouvoir. Les Helvètes, déchus de leurs espérances, tentèrent de forcer le passage. Les uns sur des radeaux ou dans des bateaux attachés ensemble, d'autres à gué, tantôt le jour, plus souvent la nuit, essayèrent de passer le Rhône, mais repoussés à la fois par les troupes qui défendaient la muraille et par celles qui gardaient les forts, ils abandonnèrent leur dessein.
Donc à la lecture de ces événements donc, décrits par Jules César lui-même, on va essayer de les resituer maintenant dans ce paysage. Donc là je fais un zoom sur ce qui était à l'époque la colline de l'Oppidum de Genève, donc, qui se situe exactement à l'endroit où vous voyez au centre de votre image là, la cathédrale de Genève. Donc cette cathédrale, cet oppidum était construit sur une colline qui surplombe le Rhône, qu'on ne peut pas voir ici puisqu'il est noyé dans les constructions. Mais il coule dans la continuité en fait du lac, voilà, qu'on voit ici, et il coule tout le long ici, en fournissant une barrière naturelle aux allobroges entre le territoire allobroge et le territoire des Helvètes, qui est donc sur cette rive-là du Rhône et du lac, tandis que le territoire allobroge est sur cette rive-là. Donc il faut s'imaginer maintenant une troupe de plus de 300 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, tout ce que vous voulez, animaux, qui arrivent donc le long de cette plaine que l'on voit là dans le fond, entre le Jura et le lac, qui arrivent de ce côté-là, donc, puisque cette plaine mène au territoire même des Helvètes. Ils arrivent ici dans l'espoir de franchir donc le pont qui est situé en contrebas de l'Oppidum de Genève et qui est un des seuls, en tout cas, points de passage vers l'est, puisque le Jura que vous voyez dans le fond fournit une barrière naturelle qui est franchissable par une troupe d'hommes à pied, mais qui ne l'est pas à cette époque par une troupe constituée avec des chariots, des bagages, des femmes, des enfants, enfin vraiment il faut s'imaginer presque un convoi de réfugiés, donc c'était impossible pour eux de passer par la montagne, il fallait des voies assez larges pour faire passer les troupeaux, pour faire passer les chariots. Donc leur seule possibilité c'était soit ce pont donc, situé à Genève, qui fut donc détruit par César, aussitôt que pour barrer la route aux Helvètes. Et maintenant il faut s'imaginer également la fortification de César. Donc il l'indique, alors à ma connaissance on n'a pas retrouvé de traces archéologiques, puisque maintenant ce territoire est extrêmement urbanisé, comme on peut le voir. Mais il indique que ce territoire fait 19 000 pas de long, ce qui fait donc à peu près 14 km, entre le lac et le Jura. Donc il faut s'imaginer, voilà une fortification qui part du lac jusqu'au Jura. On voit un peu la distance que ça fait, 14 km, c'est énorme. Donc tout ça construit à main d'homme, bien sûr, et une fortification provisoire, puisqu'elle vise uniquement à barrer la route aux Helvètes. Maintenant qu'on a vu les événements, on peut se demander pourquoi les Helvètes ont voulu migrer, pourquoi ils ont voulu partir de leur territoire, quitter leur territoire et se diriger vers la côte atlantique, vers l'ouest. Donc déjà il faut savoir que c'était une pratique relativement courante chez les Celtes que d'abandonner un territoire dès qu'il devenait désavantageux pour une raison ou pour une autre. Ils n'étaient pas spécialement attachés à une terre en particulier, ils la défendaient du moment que cette terre leur était à leur avantage, mais ils n'hésitaient pas à l'abandonner ou en tout cas à chercher une terre plus favorable, un peu à la manière des chasseurs-cueilleurs. Donc je pense que le peuple helvète était en forte, peut-être en surpopulation, en tout cas en expansion démographique, et que vous savez, les Celtes, et donc les Gaulois, les Helvètes, étaient un peuple essentiellement rural, ce qui fait qu'ils vivaient sur des terres agricoles, très peu dans les villes. Donc tout de suite, avec une population rurale grandissante, on se retrouve très vite à court de terre à posséder et à labourer. Surtout que le territoire de la Suisse, pour ceux qui sont un petit peu nuls en géographie, il est verrouillé alors à l'est par la chaîne du Jura, au sud et à l'est par les Alpes, donc une grande chaîne de montagnes. Et en fait, le territoire des Helvètes correspondait à une espèce de grande plaine qui se situe entre ces deux massifs montagneux et qui donc ils pouvaient exploiter et cultiver. Donc ces deux territoires étaient donc verrouillés géographiquement, mais aussi au niveau des voisins, des peuples voisins. Ils avaient les Germains au nord,
avec lesquels ils étaient en conflit presque permanent. Donc il y avait sans arrêt des incursions de Germains en territoire helvète et vice-versa. Et au sud, vous aviez donc là où on se trouve aujourd'hui, Genève, et ensuite la province romaine. Donc essayer de tenter une expansion vers le sud, c'était forcément attaquer la province romaine, qui aurait déclenché automatiquement une entrée en guerre de Rome et une réaction de Rome, ce dont je pense ils ne voulaient pas. Donc leur seule solution, s'ils voulaient prospérer, était donc de partir et trouver un territoire plus propice où s'installer. Sans compter que les conditions climatiques sont aussi extrêmement rudes, puisqu'on est dans une zone quand même assez élevée, une zone montagneuse, donc assez difficile à cultiver et assez difficilement vivable au final, surtout à cette époque-là. Alors, pourquoi César n'a pas laissé les Helvètes? Pourquoi il s'est opposé à leur projet? Pourquoi il ne les a pas laissés partir et s'installer là où il le souhaitait? Alors, les détracteurs de César prennent toujours comme argument qu'il cherchait un prétexte. César cherche un prétexte à tout pour démarrer la guerre des Gaules par tous les moyens. Alors, pour moi, dans ce contexte, en tout cas, cette excuse n'est pas vraiment recevable parce que César n'était pas prêt à ce moment-là à la guerre. Il n'était pas prêt à faire cette guerre, comme on a vu tout à l'heure à la lecture de l'extrait. Il n'avait sous ses ordres à ce moment-là qu'une seule légion. Une seule légion, c'est 6000 hommes. 6000 hommes face à un peuple entier, plusieurs centaines de milliers d'individus, en bataille rangée, elle a aucune chance, c'est clair et net. Donc César ne souhaitait pas la guerre à ce moment-là. Ça c'est une chose qui est absolument certaine. Même si, évidemment, pour les raisons qu'on va voir, il l'a souhaité probablement. La raison principale pour moi, elle est géopolitique. Déjà parce que pour se rendre là où il le souhaitait, donc sur la côte atlantique, il fallait que les Helvètes traversent toute la Gaule. Toute la Gaule, c'est-à-dire qu'ils devaient traverser une partie déjà de la province romaine, qui venait donc, qui partait du sud de la Gaule jusqu'ici, notamment à Genève, et des peuples amis, aussi alliés à Rome, comme les Éduins, qui étaient sur les terres qui correspondent aujourd'hui à la Bourgogne. Pourquoi César ne pouvait pas tolérer ça? Mais tout simplement parce que du fait que ces peuples étaient soit sous domination romaine, soit alliés des Romains, forcément les Helvètes les considéraient comme ennemis et auraient probablement fait des ravages sur leur passage, ce qu'ils ont d'ailleurs fait selon César. Pour, je pense, essentiellement se pourvoir en vivre, ou peut-être faire du butin, mais je pense essentiellement pour se pourvoir en vivre, pour pouvoir tout simplement se nourrir, et puis tout au long du voyage. Donc pourquoi César ne pouvait pas tolérer ça? Tout simplement parce que si, du fait des traités, des alliances avec Rome, donc soit le traité de domination, soit des traités d'amitié avec Rome, ces peuples se trouvaient sous protection de l'armée romaine. Or, si une troupe venait à semer le chaos sur leur passage en traversant totalement librement les territoires des alliés de Rome, ces peuples-là auraient eu toutes les raisons de se révolter contre la domination romaine, puisque ça prouvait qu'elle leur servait à rien, vu que Rome n'était pas en mesure de les défendre. Donc ça, c'était absolument irrecevable, impossible de tolérer ça pour César. D'ailleurs, ces peuples-là l'ont fait, quelques années après, ils se sont révoltés avec les autres, à l'appel de Vercingétorix. D'autre part, raison purement politique ce coup-ci, c'est effectivement le fait que dans la Rome antique, la guerre était un fort vecteur d'élévation sociale. On pouvait devenir très haut, et d'ailleurs les victoires de César l'ont conduit à là où il s'est trouvé. Les victoires amenaient richesse, renommée, gloire sur soi-même et sur sa famille. Et sur le peuple romain, c'était ce qui était extrêmement bien vu, d'une part du Sénat et d'autre part du peuple romain. Alors qu'au contraire, une défaite pouvait entraîner la honte, voire même une démission de fonctions militaires ou politiques. Deuxième raison politique maintenant, c'est une revanche de César. Alors, d'une part sur le Sénat romain, puisque le Sénat romain l'avait envoyé en Gaule, lui avait donné le gouvernement de la Gaule. C'était un peu un cadeau empoisonné en fait pour César, puisque c'était un peuple extrêmement instable, des peuples extrêmement instables.
le Sénat romain savait très bien qu'il y avait régulièrement des guerres et des troubles. Donc je pense que c'était un petit peu un cadeau empoisonné qu'il lui faisait, parce que César avait de nombreux ennemis au sein du Sénat. C'est un cadeau un peu empoisonné qu'il lui faisait, donc dans l'espoir qu'il se casse les dents justement sur ce territoire, sur ces peuples, et qui dégringole de son ascension sociale assez fulgurante. Donc troisième raison politique, une revanche aussi sur les Helvètes eux-mêmes, puisque comme il en parle dans la guerre des Gaules, quelques années auparavant, il y avait déjà eu une bataille entre les légions romaines commandées par Cassius, c'était un consul romain, qui avait du coup subi une grave défaite face aux Helvètes qui avaient emmené donc les soldats romains en esclavage. Donc c'était une insulte, cette défaite a été une insulte non seulement aux légions romaines, mais aussi au peuple romain lui-même. Et le fait de laver justement cette insulte qui avait été faite au peuple romain, c'était vraiment, ça aurait pu être perçu comme une gloire immense par le peuple et par le Sénat. Donc le facteur d'élévation sociale aurait été décuplé par le fait que justement Rome avait de la rancœur, avait une dette à régler en quelque sorte avec ce peuple-là. Donc de ce point de vue-là, effectivement, César souhaitait la guerre avec ce peuple et l'aurait probablement mené d'une manière ou d'une autre, mais je pense pas que, en tout cas en 58 avant Jésus-Christ, César eût voulu cette guerre immédiatement. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement sur les valeurs guerrières païennes, que ce soit romaines ou celtes? Alors, du point de vue romain, on l'a vu avec César, César souhaitait la confrontation avec les Helvètes pour laver l'honneur déjà du peuple romain qui avait subi à travers ses légions une cuisante défaite. Donc laver l'honneur du peuple romain et du Sénat, c'était s'attirer un triomphe sur soi, puisque cette défaite pesait sur l'ensemble du peuple et pas seulement sur la légion qui avait subi cette défaite, mais aussi laver l'honneur familial, parce qu'il me semble que Cassius, je peux me tromper, mais il me semble que Cassius était un parent éloigné de Jules César. Donc il y avait aussi une honte qui pesait sur la famille même de César, et qui s'était donné donc pour mission en fait de laver dans le sang du coup, laver l'honneur de sa famille de cette défaite, en remportant une grande victoire sur ceux-là même qui avaient infligé cette défaite à son aïeul, je ne sais plus exactement quel était son statut par rapport à César, enfin son lien de parenté par rapport à César, mais en tout cas il y avait aussi donc une notion de laver l'honneur familial. Donc, un formidable exemple d'honneur païen tel qu'il pouvait être ressenti à l'époque. Un peu comme aujourd'hui, on parle souvent des Japonais et de leur sens de l'honneur très fort, et en fait, on se rend compte que à cette époque-là, à l'époque païenne, cette notion de l'honneur japonaise qu'on a tendance à glorifier un petit peu, à respecter en tout cas, on la possédait aussi, et nos ancêtres la possédaient aussi, et c'est quelque chose qui serait assez bénéfique qu'on retrouve aujourd'hui, je pense. Du point de vue gaulois maintenant, on a un épisode qui est très intéressant de la guerre des Gaules, qui est la mort d'Orgétorix, donc qui se situe chronologiquement juste avant la migration, début de la migration du peuple helvète. Alors Orgétorix, c'était simplement, selon César, le plus distingué des Helvètes par sa naissance et de par ses richesses. Cet homme avait réussi à se hisser au plus haut, au pouvoir suprême en fait, de son peuple, en séduisant d'une part l'aristocratie, d'une part le peuple, avec son projet justement de migration, puisque c'est lui qui était à l'origine de ce projet de départ. Donc dans le cadre justement de ce projet, il avait entamé en secret des négociations avec des dignitaires éduins et séquanes, qui étaient des peuples voisins par lesquels les Helvètes auraient dû passer pour rejoindre donc l'ouest. Il a commencé donc à comploter, à former des alliances secrètes, on va dire, avec ces peuples-là, sans en tenir conseil et sans en informer ni le peuple ni l'aristocratie. Donc ce complot a fini par être révélé, et donc Orgétorix a été arrêté, jugé par des magistrats et condamné. Il risquait en tout cas la peine de mort par le feu
du fait que son action avait été considérée comme une profonde trahison pour son peuple. Donc la morale de cette histoire, pour la petite histoire, Vercingétorix a réussi à éviter une première fois son jugement en fait en rassemblant tous ses amis, toute sa famille et tous ses clients, ses débiteurs. Il les a réunis pour semer un petit peu le chaos et pouvoir se soustraire à son procès. Il a réussi à réunir plus de 10 000 personnes selon César. Mais il a fini par être rattrapé. Son peuple a commencé à le rechercher un petit peu partout et il a fini par mourir mystérieusement, donc on suppose qu'il a mis fin à ses jours. Donc la morale qu'on peut en tirer de ça, c'est que même dans une société païenne celte, même un homme le plus puissant et le plus riche qui soit, il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté de son peuple, ou alors en tout cas il était considéré comme traître s'il faisait quelque chose qui soit contre la vie de son peuple. Certains dirigeants actuels feraient bien d'en prendre de la graine, je ne citerai pas de nom.